Merci à tous, du coup, d'être présents aujourd'hui. Merci Aurélien et merci Julien, du coup, de participer à cet échange qu'on a l'habitude de faire maintenant sur différents sujets. Mais là, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est le sujet justement du coaching technique, du coaching craft, peut-être plus précisément, si c'est un petit peu la même chose, mais dans l'optique de le faire à l'échelle. Pas juste avec une seule équipe. C'est un petit peu ce qu'on a discuté il y a 2 semaines avec Benoît Gantom. On a déjà fait un webinar sur la posture des coachs, justement, comment est-ce qu'on doit accompagner des équipes, un petit peu la, la stature qu'on doit mettre en avant, comment est-ce qu'on doit s'intégrer, etc. Et maintenant, l'idée, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut faire ce coaching à l'échelle. Et ça va nous faire poser plein de questions sur justement les toutes premières questions que je vais pouvoir vous poser, Aurélien et Julien, pour démarrer, qui seront justement autour de cette problématique du coaching. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du coaching dans les équipes? Mais avant de démarrer, on peut faire un petit tour de table. Aurélien, je peux t'essayer de présenter? Bien sûr. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Moi, c'est Aurélien Rambaud. Ça fait 3 ans que je suis coach interne chez Mano Mano. 12 ans que je bosse dans l'industrie. Là, actuellement, je suis à Barcelone parce qu'ils ont un centre de développement à Barcelone, Mano Mano. Et la boîte fait à peu près 45 équipes pour 300 développeurs. Et avant d'arriver chez Mano Mano en tant que coach interne, j'avais fait pas mal d'années chez Octo Technologies. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Un coucou Laurent, par exemple, qui est aussi coach technique, avec qui j'avais bossé chez Octo. Et chez Mano Mano, j'accompagne donc plusieurs équipes sur des écosystèmes, dont certains que je connais. Donc là, c'est plutôt facile, genre le Java, le Kotlin, le PHP. Et puis des fois aussi sur des écosystèmes que je connais beaucoup moins, voire pas du tout, comme le React ou le Go, qui sont donc les principales écosystèmes et stacks techniques chez Mano Mano. Voilà pour moi. Super. Donc effectivement, on voit bien que là, on part d'échelle parce que Mano Mano Scale Up, qui est passé de pas beaucoup d'équipes à 45 squads, donc avec des communautés de pratique, etc. Tu peux en parler. Mais effectivement, tu peux préciser d'ailleurs, il y a plusieurs coachs techniques au niveau des équipes ou tu es seul? On a été deux pendant un moment. Donc moi, je suis arrivé fin 2019, juste avant la pandémie, ce qui était d'ailleurs assez pratique pour pouvoir se rapprocher des équipes. Non, en vrai, c'était pas pratique du tout. Quand il n'y avait plus la pause café, choses comme ça, ça m'a beaucoup manqué. Et un deuxième coach m'a rejoint un an plus tard. Et il est parti récemment, il est parti fin décembre. Donc là, maintenant, je suis de nouveau seul dans l'équipe. Ouais. Seul pour 45 squads, du coup, effectivement, C'est ça. il y a un vrai chantier. Parfait. Eh ben, Julien, à ton tour pour te présenter. Ouais, alors moi, alors déjà bonjour à toutes et à tous. Donc Julien Topsu, moi je suis coach technique chez Shodo. Donc Shodo, c'est une ESN parisienne, nantaise et bientôt lyonnaise qui est spécialisée dans le software craftsmanship et le domaine driven design. Et donc moi, j'accompagne du coup mes clients à l'acculturation. En fait, c'est comment tu mets en place une culture tech dans ton entreprise sur des sujets comme le craft, le domaine driven design, sécurité applicative et le flow aussi. Et donc je peux avoir, enfin sur mon type de mission, soit des trucs très hands-on où je vais travailler du coup avec en embarqué avec des équipes de dev, soit des choses beaucoup plus stratégiques où je vais travailler plus avec des execs. Donc sur les sujets que je viens de nommer. Donc j'ai bossé avec pas mal de grosses boîtes du CAC 40 et des boîtes américaines aussi sur des sujets d'acculturation, des fois sur des dizaines ou de vingtaines d'équipes. Et comme j'ai aussi travaillé sur des scopes beaucoup plus localisés à des équipes, à une équipe ou deux équipes, quoi. Voilà, voilà. Très bien. Ouais. Bah, C'est écoute, merci pour cette intro. Non, c'était ouais. très bien. Et de mon côté, donc, Arthur Magne, donc, je suis CTO et cofondateur de Promise. Promise, donc, on est éditeur de logiciels, spécialisé justement, je mets le lien ici, on est spécialisé dans le partage de connaissances au sein des équipes tech, partage d'expertise. Et pour ça, du coup, on a développé en fait un écosystème d'outils qui sont plutôt des plugins IDE
et des plugins pour les outils de revue de code, comme GitHub, GitLab, etc., qui permettent aux équipes de se partager des expertises facilement en remontant des sujets de discussion ou des pratiques directement, des bonnes ou des mauvaises pratiques de développement, depuis leur écosystème au quotidien. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se réunir une fois toutes les 2 semaines lors d'ateliers de revue de pratique, qu'on a appelé aussi des ateliers craft, pour valider ces pratiques ensemble, pour les intégrer comme des standards un petit peu dans l'entreprise et les diffuser facilement aux autres équipes d'entreprise. Donc, c'est aussi un sujet qu'on adresse parce qu'on travaille essentiellement avec des grands comptes. Donc, on est plutôt dans cette optique aussi de passage à l'échelle au niveau des connaissances, de savoir comment est-ce que des connaissances qui sont identifiées en pair ou en mode programming dans une équipe peuvent être transmises facilement aux autres équipes de l'entreprise avec qui on communique peut-être un peu moins, qui sont peut-être même des équipes externes, qui sont gérées par une ESN ou quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'est de créer plein de mécanismes autour de ça, donc des notifications, des suggestions automatiques, etc. Si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours jeter un œil sur le lien que j'ai partagé. Pour démarrer, du coup, les premières questions. Pour faire ça bien, on ne va pas se lancer dans faire du craft pour faire du craft parce que c'est cool et que c'est le nouveau mot-clé à la mode. Je pense que vous allez être d'accord sur ça, Julien et Aurélien. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi aujourd'hui on a cette problématique dans les équipes? Et c'est quoi cette problématique qui nous pousse et qui nous force presque à passer par cette étape de coaching, de mentoring pour progresser? Est-ce qu'Aurélien, tu as une vision, une idée un petit peu là-dessus? Alors moi, ouais, j'ai une vision très très personnelle. C'est que en fait, j'ai appris le développement. Donc j'ai pas fait beaucoup de boîtes différentes parce qu'en employeur, j'en ai eu que 2. Par contre, dans ma partie consulting, j'ai vu beaucoup de boîtes différentes en tant que consultant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains moments où j'apprenais des choses tout seul. Donc je trouvais ça assez efficace. Au début, d'ailleurs, c'était ma manière principale d'apprendre. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pas mal de collègues qui étaient tous très, très pédagogues, très bons vulgarisateurs et qui en fait étaient capables de m'accompagner et de me guider pour apprendre et pour progresser sur le domaine de l'IT qui est quand même hyper vaste et qui m'aidait aussi un peu à placer mes priorités par rapport à mon niveau actuel. Et donc en fait, quand j'en ai bénéficié, j'ai appris plein de choses hyper rapidement, hyper efficacement. Et c'est un truc, en fait, je suis persuadé que tout le monde peut bénéficier de ce cho de ce contexte si jamais donc on a envie d'apprendre. Bien sûr, quelqu'un qui ne veut pas progresser, on va pas forcer. Mais par contre, les gens n'avaient pas forcément à disposition d'autres personnes qui pouvaient les aider à les guider. Je pense par exemple quand il y a des choses qu'on ne sait pas, on risque pas de pouvoir s'améliorer dessus tant que quelqu'un nous dit pas: «Ah mais attends, c'est peut-être parce que cette partie-là, tu pourrais creuser, il y a des choses intéressantes». Donc voilà, mon point de vue, c'est que, moi j'apprends beaucoup mieux en apprenant de mes collègues qu'en apprenant tout seul sur internet et donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu passer aussi dans la partie, coach technique parce que je me suis dit que maintenant que j'avais pas mal de collègues qui m'avaient appris plein de trucs, j'avais envie de partager tout ça aussi avec les équipes. Donc, c'est le côté vraiment intelligence collective qui, pour toi, est essentiel dans notre métier où il y a trop de choses à connaître, trop de sujets différents, trop de thématiques. On parle de sécurité, d'accessibilité, de green IT, de performance, d'architecture, de tous les différents langages aussi qu'on doit gérer. Effectivement, ouais, Exactement. on doit passer par du coaching. Et toi, Julien, c'est quoi ta vision aussi? Tu as une expérience un petit peu différente, on va dire, d'Aurélien, ce qui est normal. Et c'est quoi, du coup, ton point de vue un petit peu là-dessus? Je dirais pourquoi les sportifs de haut niveau font appel à des coachs, en fait. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le principe du coaching, c'est d'apporter un regard extérieur sur ce que font les gens, notamment parce que même quand tu apprends de tes collègues directs, tu restes dans 2 biais qui sont, le biais de confirmation. Enfin 3 biais même. Le biais du confirmation, qui est que en fait, ce que tu es prédisposé à accepter, comme étant, bien, tu vas le faire confirmer dans tout ce que tu fais. L'escalade de l'engagement, ce qui fait que tu vas avoir une tendance à pas avoir, tu vas avoir une tendance limitée à la prise de recul, hein, c'est l'effet tête dans le guidon, en fait. Parce que comme tu es committé sur du delivery, et que tu dois, livrer des choses, tu vas pas forcément voir les problèmes,
parce que c'est business as usual, en fait, c'est les trucs qui arrivent et c'est normal, etc. Donc ça te crée des espèces de zones d'ombre que tu ne vois pas sur ce qui est potentiellement améliorable, et lutter aussi contre, il y a plein d'autres biais en fait. C'est quasiment tous les biais. Je peux sortir le biais du survivant, où tu vas prendre en paramètre plus les trucs qui t'indiquent que ce que tu es en train de faire est un succès qu'un échec, et pas assez considérer les données qui invalident potentiellement tes hypothèses, et puis le cul du cargo où tu vas essayer de reproduire ce que les autres te disent comme étant trop bien chez toi, en espérant avoir les mêmes succès alors que ça ne marche pas. Pour moi, le coaching, il adresse tout ça en fait. Il est là pour aider les personnes. C'est pas forcément d'acquérir des nouvelles connaissances. Ça en fait partie, mais c'est pas forcément ça. Un coach sportif, en fait, quand il regarde un sportif, il va analyser tous ses mouvements. Et il va voir, en fait, même dans ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il peut améliorer. Qu'il peut améliorer son geste pour gagner en vélocité, pour gagner là, je parle en termes de sport, hein. Je n'utilise pas les termes agiles, mais vélocité, j'allais dire même agilité. C'est ça un coach, en fait. C'est comment tu permets aux gens de se dépasser en travaillant sur un horizon de temps qui n'est pas le même, hein. Parce que quand on est dans les équipes de delivery, c'est très difficile en fait de changer d'horizon de temps et de se voir sur un angle qui est différent de celui du delivery, où d'abord on va faire telle version, ensuite telle version, et demain on nous demande de gérer tel truc. Un coach est quelqu'un qui dispose de temps en fait pour prendre du recul. Donc ça permet justement à remettre en question en fait certaines pratiques, à montrer des points d'amélioration que les gens ne voient pas eux-mêmes. Parce que le problème, quand tu apprends de toi-même et que tu apprends de tes propres collègues, c'est t'apprends ce que tu crois devoir apprendre, ou ce que tu as envie d'apprendre, et pas plutôt ce que tu dois apprendre. Et pour moi, un coach, ça sert à tout ça. Il y a une question de Tristan, du coup, que je reprends. Il dit, est-ce qu'on doit avoir soi-même, quand on est coach, un niveau meilleur que la personne qui est coachée? Et ça me rappelle un slide que tu avais partagé dans Y en a marre du software craftsmanship dans ta dernière conférence avec Usain Bolt. Donc je pense que tu peux répondre. J'anime une conférence qui s'appelle Y en a marre du software craftsmanship. Ça peut sonner bizarre pour un coach qui fait du craft, avec un collègue qui s'appelle Yann Dano. Donc on a monté cette conférence-là, qui est aussi chez Shodo. Et justement, on répond à cette question-là. Non, un coach, c'est pas quelqu'un qui est forcément meilleur techniquement que la personne qui le coach. Si vous regardez le coach d'Usain Bolt, il court pas plus vite qu'Usain Bolt, hein. Usain Bolt, c'est champion du monde en termes de vitesse, de sprinter. C'est pas son coach qui court plus vite que lui. C'est vraiment un prisme différent, c'est un angle différent. Usain Bolt, il serait peut-être pas la personne qu'il est sans son coach, sûrement, mais c'est pas le coach qui court plus vite que lui. C'est vraiment une relation comme ça de synergie où en fait on s'apporte mutuellement, parce qu'il faut pas croire que le coach n'apprend rien non plus, hein. Le coach, on apprend énormément des autres en voyant comment ils font et en voyant comment les gens évoluent. Donc un coach, en fait, c'est quelqu'un qui a des capacités différentes. C'est quelqu'un qui amène les gens à se dépasser. Et souvent, il y a même des méthodes de coaching où en fait on ne traite jamais réellement du problème, et on ne traite jamais soi-même de la solution. Il y a par exemple la méthode qui s'appelle Solution Focus. C'est des méthodes de comment tu poses des questions aux gens pour qu'ils trouvent eux-mêmes la solution. Donc c'est-à-dire que toi-même tu détiens pas la solution en vrai. Tu vois, c'est presque. En fait, ça vient des méthodes thérapeutiques qui est utilisée en psychologie et en psychiatrie. Et c'est comment tu pousses les gens en fait à trouver d'eux-mêmes une solution qui convient à leurs problèmes. Ça, c'est du coaching. Donc ça, ouais. C'est peut-être différent du coup du mentoring, puisqu'il y a une question de Christophe qui dit est-ce que c'est du coaching ou plutôt du mentoring? Est-ce que C'est la pas même la même chose? chose en fait. Non, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas du tout la même chose, parce que déjà, un mentor, c'est quelqu'un qui t'amène son expérience et qui te répond à tes problématiques selon ce que lui a vécu.
Un coach n'a pas forcément l'expérience de ton problème. C'est ça la différence. Et il n'y a pas les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'un mentor, déjà, dans une relation de mentoring, tu n'es pas forcément sur le même type de relation qu'un coach. Notamment, tu n'as pas du tout les mêmes types d'obligations. Sur du mentoring, tu es quasiment sur une forme d'obligation de résultat sur de la transmission. C'est-à-dire que c'est que tu as transmis ta connaissance, en fait, alors que le coach, c'est plutôt, tu t'es mis à disposition pour aider aux gens, tu es plus sur l'obligation de moyens déjà. Et puis, le fait est que c'est que le coach, lui, doit avoir un regard critique et de recul sur ce qui se passe, en fait. Sur vraiment... en fait, il est censé être capable de t'aider à trouver une solution, quelle que soit la problématique que tu as en cours, même si c'est une problématique que lui-même n'a pas eue. Et le problème du mentoring, c'est que, en fait, il y a un moment où, enfin, c'est pas un problème le mentoring en soi, mais les limites du mentoring, c'est le fait qu'au bout d'un moment, c'est qu'un mentor, au bout d'un moment, une fois que tu as passé toute ta connaissance, tu deviens un peu obsolète dans le sens où la personne, elle va dépasser le mentor, quoi, et elle va chercher soit un autre mentor. Un coach est pas forcément soumis à ça parce que tu n'es pas dépendant de ta connaissance, tu es plus dépendant de ta manière d'accompagner, en fait. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un mentoring. Et généralement, en plus, le mentoring, c'est quelque chose qui ne se paye pas tant que ça, en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes types de relations qu'on a, alors que le coaching, ça se contractualise. Hein, c'est difficile de contractualiser du mentoring. C'est vraiment très difficile. Ça se contractualise plus par de l'expertise, en fait. Donc, en fait, quand vous faites appel à un expert, c'est une forme de mentoring. Parce qu'il est là pour vous dire ce que vous devez faire. Un coach n'est pas forcément là pour dire ce que vous devez faire. Il est là pour vous aider à trouver une solution. Ce qui n'est pas pareil du tout, en fait. Un mentor, il est soumis à ses propres biais. En fait, un coach lui-même, comme il n'amène pas une solution, il n'amène pas une solution biaisée, en fait. Ouais, c'est Moi, je intéressant, l'ai effectivement, de partir là-dessus. moi, Ouais, Aurélien, vu vas-y. par exemple quand, avant de faire coach technique chez Mano Mano, ce que je faisais, c'était essentiellement du mentoring via du tech leading. Et je me souviens, la première équipe que j'ai accompagnée chez Mano Mano, je suis arrivé avec une posture de mentoring. Et bah, forcément, ça a un peu clashé. Ça a même complètement clashé. Tout simplement parce que j'arrivais en me disant: «Bah, voilà, on va essayer de faire ça comme ça parce que je sais que ça marche bien. Je vais vous montrer un peu comment on peut faire» et surtout, bah, je m'étais mis un peu à critiquer aussi ce qu'il y avait déjà en place. Donc premièrement, je les ai braqués et deuxièmement, ils ne voyaient pas pourquoi est-ce que ce que j'allais proposer, ça allait être mieux. Donc ma toute première expérience en coach interne, c'était un gros fiasco. Heureusement, ça a suivi par une qui m'a remonté un peu le moral. Mais coaching et mentoring, c'est effectivement 2 choses différentes. On peut faire les 2, hein. Oui. L'un n'exclut pas l'autre, mais c'est des postures qui sont différentes, qu'on peut aussi mettre en je crois que Benoît en parlait la dernière fois, Benoît Gantôme, avec, les 2 autres postures aussi souvent que moi j'adopte dans mon travail, qui sont celui du consultant et celui du formateur, qui sont encore 2 autres postures différentes. Et ça peut m'arriver au sein d'une même session de mixer les 4 postures, hein. Ouais, On peut passer de effectivement, l'une ouais, à l'autre, ça dépend du contexte et ça dépend des besoins, ça dépend aussi de comment la relation avec l'équipe et le moment. et il y a une question d'Alexandre, justement, qui nous permet d'enchaîner sur la suite. C'est qu'est-ce qu'on attend, en fait, justement, d'un coaching comme ça? On en parle juste après, on parlera à l'échelle comment ça se passe. Mais c'était une question qu'on se posait aussi. C'est quoi le ROI, donc le retour sur investissement attendu d'une mission de coaching? Et comment est-ce qu'on peut essayer éventuellement de vendre aussi à sa direction si jamais on est avec des personnes qui ne comprennent pas forcément l'intérêt de ça? Pour toi, Aurélien, justement, alors là, on va parler de coaching craft. Donc, est-ce que tu peux nous donner déjà peut-être ta définition un petit peu du craft et ce qu'on pourrait attendre en même temps après d'un retour sur investissement en gros là-dessus? Ma définition du craft, c'est pas simple. En une ligne. D'ailleurs, en une ligne. Juste pour l'anecdote, au début, j'avais commencé en tant que coach craftman, je me présentais en tant que coach craftman. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans, je me présente plutôt en coach technique. Hem, le craft, je l'ai découvert en lisant le livre de Sandro Mancuso. Donc il date ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 ou 8 ans.
Et en fait, c'est pour moi, donc c'est une vision, c'est ma vision personnelle, hein, c'est en fait d'être assez ouvert, d'être ouvert pour apprendre des nouvelles choses, pour apprendre à faire meilleur et pouvoir se remettre en question pour progresser. De prendre le temps de le faire aussi. Et voilà, donc ça va avec pas mal de choses qui peuvent aller avec le soft skill, donc par exemple la partie de la gestion de son propre ego, qui est pas toujours évidente, et donc pouvoir bosser bien en team. Enfin, définition de craft, c'est pas évident. Je le mets souvent quand ça dépend quel le public, mais souvent je le mets en contexte avec le Agile Hangover, donc qui en gros la partie agile, c'est faire la chose bien. Non, c'est faire la bonne chose, et le craft, c'est faire la chose bien. Et donc, il faut faire un peu les deux en même temps. Et quelque chose qui était qui m'avait fait un peu rigoler au début quand j'étais arrivé, c'est que le Agile Hangover, je suis arrivé chez Mano Mano, il y avait un coach craft et il y avait 15 coachs agile. Et donc, on avait un peu la proportion. L'agilité avait tout, enfin, c'était facile, ils étaient déjà en place. Et puis, le craft, bah écoute, oui, tu es là. Si jamais les gens ont un peu de temps, et ben, tu viendras faire des trucs. Mais bon, viens pas emmerder non plus l'organisation de la compagnie. J'ai Et pas toi, vraiment Julien, du donné une coup, définition, j'avoue, mais Julien, si tu en as une un peu plus claire. Ouais, alors moi j'en ai une. Alors déjà je vais le faire par via Negativa, puis après je vais le donner directement. Alors déjà le craft c'est pas du TDD, c'est pas le fait de faire du TDD, c'est pas de faire du BDD, c'est pas de faire du solide, c'est pas ça. Ça ce sont des outils. Le craft en fait c'est une culture. C'est une culture qui est en extension de l'agilité. Ça a été créé en 2009 parce qu'il y a des personnes, dont certains signataires du manifeste agile, qui voulaient recentrer l'agilité sur le soft, hein, parce que ça commençait à se généraliser, à partir autre part et et observer, on va dire, comment dire, des dérives. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des images très négatives de ce qu'est un coach agile, d'ailleurs, ou même d'un Scrum Master. Notamment à cause de ces dérives. Et l'agilité, au bout d'un moment, a commencé à moins en moins parler aux profils techniques, développeurs, développeuses, et le craft est né de ça, en fait. Et donc, c'est un manifeste qui étend le manifeste agile. Et Aurélien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le manifeste agile dit, alors je vais essayer de retrouver la phrase sur les working software, je me rappelle plus du tout. Attendez, si vous me laissez juste le temps de regarder manifeste des agile. logiciels opérationnels plutôt que de la documentation exhaustive. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Des logiciels opérationnels plutôt que plus que des. Enfin, c'est plutôt pas seulement. C'est comme ça que c'est écrit. Pas seulement. Non, c'est ça. Non, ça c'est le craft. Je sais plus. Ça, c'est le craft, ouais. Ouais. Mais donc en fait, oui, il y a. Putain, il y a des gens qui ont fait un site sur Manifeste Agile qui ressemble au Manifeste Agile, mais qui n'a pas une Manifeste Agile. Donc, c'est des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Et le craft là-dessus dit not only working software, but also well-crafted software. Donc, en gros, c'est pas seulement des logiciels opérationnels, mais des logiciels bien conçus. Et en fait, ils prennent chacun des trucs de l'agilité et enfin des valeurs de l'agilité et les étendent. Par exemple, il y avait aussi le truc sur la création enfin la collaboration et par exemple, la réponse au changement, c'est l'adaptation au changement plus que celui d'un plan en agilité. Et le software craftsmanship, c'est pas que la réponse au changement, mais aussi le fait de créer de la valeur en continu. Donc en fait, c'est une extension de l'agilité, le craft. C'est une extension de culture qui va remettre au centre du développement logiciel le fait de bien faire en fait du logiciel. Sachant que bien faire du logiciel, c'est très difficile à qualifier ce que ça veut dire de bien faire du logiciel. Et en préambule de tout ça, en fait, dans le manifeste Software Craftsmanship, il y a cette idée qu'on est tous en fait des aspirants à
à être des artisans du logiciel, même si je déteste ce terme parce qu'on est très loin d'être des artisans soumis aux mêmes problématiques que des artisans. Mais et en fait, pourquoi des aspirants? C'est parce qu'en fait, il y a cette notion d'apprentissage continu. C'est que pour pouvoir faire les choses bien, on a dans un domaine comme le nôtre qui évolue très vite, il faut qu'on apprenne en continu et surtout aider les autres à apprendre, hein, et aider tout le monde à apprendre et s'aider les uns les autres. C'est ça, le craft. Donc c'est des valeurs. C'est une culture en fait qui est donnée par des valeurs. Après, dans le craft, il y a des outils qui viennent un peu des signataires du manifeste agile, mais en fait, il y a nulle part où on vous a dit que le TDD c'était le craft, hein. C'est écrit nulle part, hein, que le TDD c'est solide, enfin que solide c'est le craft, etc. C'est juste qu'on l'utilise, effectivement. De toute façon, j'en parle avec Yann dans notre conférence de ça, hein, de notre définition, enfin de la définition qu'on pense du craft. Et c'était une double question, non? Il n'y avait pas un autre. Bah, c'est vrai qu'il y a une question, la deuxième question qui est aussi posée par Bastien. Comment est-ce qu'on peut le vendre au RH, par exemple? Alors, Bastien, sa question dit le coaching par rapport à des formations, par exemple. Si tu vois Il y une a deux choses. formation. C'est vendre le craft ou vendre le coaching, c'est pas la même chose. Ouais, c'est peut-être pas pareil. Effectivement, là, nous, si on dit plus, c'est quoi le ROI d'un coaching, justement, quand tu dois faire un coaching, quand tu te dis, j'ai le temps, en fait, d'accompagner, je vais regarder ce que fait l'équipe et je vais essayer de leur faire répondre eux-mêmes à des questions pour faire mieux. Ouais. En Et- vrai, pour parler de ROI, c'est pas à moi de définir le ROI. C'est à mon client. C'est aux personnes coachées en fait. Quand vous allez voir un coach, c'est pas comme si vous allez voir un coach en, je sais pas moi, en muscu et dire je sais pas à quoi tu sers, mais explique-moi à quoi voilà. Enfin, c'est plutôt moi j'ai envie d'apprendre ça ou moi j'ai envie de m'améliorer là-dessus, et c'est ça le ROI attendu quoi. C'est s'améliorer sur ça. Donc ça c'est vraiment si les gens viennent et disent nous, on a des problèmes, à chaque fois qu'on livre un truc en prod, ça correspond pas à ce qui est attendu et on a besoin d'aide. Le ROI, c'est le fait que ce que les personnes, font, en fait, maintenant vont répondre beaucoup plus aux besoins. Donc c'est ça, en fait. De toute façon, tu peux pas faire du coaching hors sol où tu as pas d'ordre de mission ou, si tu arrives et que tu es un peu un coach, où, tu pas d'objectif fini comme ça, en fait, tu seras un peu hors sol, les gens vont pas comprendre pourquoi tu es là, tu vas être en posture de prédicateur à dire aux gens travaillez comme ça, ils savent pas pourquoi, alors que tu es là pour aider les autres, hein. C'est ça le coaching, hein. T'as pas de raison d'être sans les gens en fait. Donc le ROI, c'est ça. C'est quoi votre problème? Moi, je suis là pour vous aider à résoudre votre problème. C'est ça le ROI. Après, il y a comment tu le mesures, ce qui est encore autre chose. Tu vois. Mais le retour sur investissement du coaching, c'est de répondre à un problème que vous avez, hein, et de vous aider à le surmonter. Ça, c'est du coaching. Le comment il se mesure, ça, après, moi, j'ai une réponse toute faite aussi à ça, hein, mais je ne sais pas si on est déjà là-dedans. Mais... Je sais pas si toi, Aurélien, tu as un truc sur le ROI. Le ROI, c'est un peu le truc, moi, que j'ai le plus de difficultés à faire émerger en tant que coach interne. Je ne sais pas si ça vient du fait aussi, parce que comme je suis déjà là, il n'y a pas d'engagement de budget, il y a juste un engagement de temps, que ça m'arrive assez régulièrement que les gens fassent sauter finalement au dernier moment le workshop en disant ah non, on a un truc pressé, urgent, on fera ça plus tard, et que finalement même carrément c'est annulé. Alors que j'ai d'autres collègues qui me disent que non, moi quand je viens, de toute façon, les gens ils sont prévenus que je viens, l'entreprise paye pour que je viens, les gens sont là, sont disponibles, ils vont essayer au contraire d'en profiter le maximum. Et donc moi, en tant que coach interne, j'ai du mal en fait à faire en sorte que les gens ils dégagent du temps et puis qu'en fait ils aient vraiment un besoin. Ils ont pas de besoin en fait. Enfin, ils peuvent trouver tout un tas de besoins, mais sans forcément que ça leur soit vraiment nécessaire d'y remédier. Donc, j'ai un peu ce problème que tu viens de décrire, Julien, c'est un peu un problème que moi je rencontre fréquemment, très fréquemment, dans mon taf. Ouais. Tu sais, ce qui est important quand on fait du coaching, c'est de savoir si on a les moyens de réussir. C'est la première règle du coaching. C'est quand on s'engage sur un truc, c'est est-ce qu'on a les moyens de réussir? Et pour savoir si on a les moyens de réussir, il faut avoir des objectifs clairs. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais il faut ça. Donc en fait, si les gens eux-mêmes sont pas capables en fait d'exprimer leurs problèmes, ça va être très difficile de les aider.
Donc, quelque part, t'es un peu comme un médecin en fait. T'es pas là pour les soigner, c'est pas mon but, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le côté où en fait les gens ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont comme problème. Et t'es là aussi pour les aider à qualifier le problème. Moi, ça m'arrive souvent que j'ai des clients qui viennent me voir et qui vont me dire, bah j'ai tel truc, tel truc, tel truc, et en fait, tu, tu dois creuser avec eux parce que comme ça, en fait, c'est très difficile de savoir de quoi ils ont besoin. Donc, on prend du temps à qualifier le problème, etc., quoi. Parce que, et notamment quand les gens ils viennent pour dire, moi, j'aimerais mettre en place du craft, c'est pas une raison, ça, en fait. C'est quoi ton problème? C'est un moyen, ça. Donc, en fait, si tu me dis, je suis là pour mettre en place du craft, je vais échouer, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi tu veux du craft. Et les gens vont voir ça comme une dépense, ils vont pas comprendre pourquoi c'est là, personne va adhérer au truc. Ils vont voir ça comme étant chiant, enfin, sauf les gens qui sont déjà convaincus du craft. Donc déjà, ça, Ça me fait popper la question de ouais. Arnaud là, qui dit bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de coaching technique actuellement, de coaching craft Est-ce qu'effectivement on a perdu peut-être en compétences Est-ce que des projets sont devenus trop complexes? Je ne sais pas, c'est à cause du legacy, des nouvelles techno, etc. Non, non, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, pourquoi Usain Bolt, il a besoin d'un coach? Il est déjà champion du monde. Pourquoi il continue à avoir un coach? C'est une question de. On est sur un domaine qui évolue de manière très rapidement, enfin, de manière très rapide. Et la manière dont vous avez été formé et les expériences que vous avez vous amenez plus ou moins, enfin, certains sets de compétences. Personne n'a le même set de compétences aujourd'hui. Donc, personne n'est aligné partout pareil. Enfin, c'est pas possible en fait. On a chacun une expérience différente. Et déjà, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ce forme de coaching. Mais je le redis, c'est aussi parce que quand on fait du delivery, on est soumis au biais d'engagement. Donc, c'est très difficile d'avoir un recul et de se rendre compte que, en fait, ce qu'on a l'impression de faire bien, on le fait pas bien en fait. On le fait pas assez bien. Un coach, ça sert à ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de coaching en fait. C'est pas lié à des problèmes de perte de connaissances, c'est pas lié à au fait que les gens sont pas passionnés, parce que pour moi, c'est un problème de considérer que les gens doivent être passionnés. Et c'est même un red flag. Une boîte qui dit: «Moi, je veux des passionnés», c'est un red flag en fait. C'est pas inclusif. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont d'autres projets de vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'être passionnés aussi parce qu'ils ont des maladies, ils ont des choses qui font qu'ils ne peuvent pas s'investir comme les autres personnes, en fait. Donc, non, c'est autant un problème d'avoir des passionnés que pas en avoir. C'est autant un problème d'avoir des gens qui tous du job alimentaire que de pas en avoir. Il faut pas juger les gens pour pourquoi ils font du dev, en fait. C'est pas nos oignons, en réalité. On doit être capable de travailler avec tous les types de profils. Donc, c'est pas du tout lié à ça. C'est pas lié au fait qu'on a du legacy. Le legacy, on a toujours eu. Et on en aura toujours, hein, parce que pour moi, la définition du code legacy, c'est tout code que tu as poussé sur une branche main, tu vois. Ça, c'est du legacy, en fait, parce que c'est tout code que tu vas maintenir. Donc, c'est pas lié à la stack, c'est pas lié à la complexité accidentelle, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Par contre, faut comprendre aussi que euh, si aujourd'hui les coachs ont beaucoup la posture de mentor, donc d'expert ou de formateur, comme l'a cité tout à l'heure Aurélien, c'est parce que les entreprises peut-être investissent moins dans la formation. C'est clair qu'aujourd'hui, les budgets de formation d'entreprise, c'est pas faramineux. Et souvent, la solution de facilité, c'est de vous faire souscrire à un MOOC ou à un truc genre Udemy. Pluralsight et c'est terminé en fait. Et vous allez pas tout catcher. En plus, vous faites ça un peu en temps faible, c'est-à-dire que quand vous avez le temps, en fait, vous n'avez pas forcément du temps dédié pour apprendre. Donc oui, du coup, c'est plutôt pourquoi les coachs sont ramenés à faire ça aujourd'hui, parce que c'est pas le métier principal du coach. Mais le coaching en lui-même, c'est pas du tout inhérent à ça, hein. Il faut prendre vraiment l'image du coach sportif, c'est exactement pareil. Et ouais, vas-y Aurélien, si tu veux rebondir un petit peu là-dessus. Ouais, sur le pourquoi est-ce qu'on a besoin de coaching technique craft actuellement, moi j'ai envie de dire, si tu l'as mentionné tout à l'heure aussi, Julien, ce que j'ai comme feedback la plupart du temps des équipes, c'est qu'en fait, ce qu'ils adorent avoir, c'est un point de vue extérieur.
qui ne soient pas du tout liés à la hiérarchie et pas du tout liés à leur deadline et leur contexte. En fait, c'est vraiment d'un point de vue extérieur. Ah, tu penses que là-dessus, on fait n'importe quoi et là-dessus, on le fait super bien. Ok, ben, on va garder ça comme pratique, on va continuer. Si c'est une pratique ou si c'est un état d'esprit. Et puis ce truc-là, bah, tu dis que c'est pas top. Ok, tu peux nous en dire peut-être un peu plus. Et puis là, du coup, soit les orienter, soit les guider par la main vraiment en mode formation si, suivant leur niveau, ou même ou plutôt côté coaching en leur demandant bah ouais, pourquoi est-ce que tu penses que, pourquoi, jusqu'à trouver une raison plus profonde. Et après, en fait, c'est eux qui vont rebondir dessus et qui vont avancer tout seuls. Mais s'ils n'ont pas eu cette intervention externe, bah, ça va peut-être tout simplement pas se passer. Donc c'est ça, moi, en général, que les équipes me remontent comme étant le plus intéressant sur mes interventions, sur les ateliers ou les contacts que je peux avoir avec les équipes. Et d'ailleurs, tu vois, ça nous amène au cœur du sujet avec la question de Pierrick, là. Comment est-ce que ça se passe à l'échelle? Donc là, on a parlé vraiment du rôle de coach et de pourquoi est-ce qu'on doit faire ça, et un petit peu de ROI. Je vois beaucoup de questions là qui arrivent, donc on essaiera de les reprendre toutes à la fin. Et comme ça, Aurélien et Julien ne pourront pas manger. Mais il y a une question du coup donc, qui nous lance sur le cœur du sujet. Comment ça se passe, Aurélien, par exemple, pour toi, où il y a 45 squads chez Mano Mano, et aujourd'hui, tu es un peu seul dans cette posture de coach, sachant que tu es interne du coup à l'entreprise, on le rappelle, hein. Comment est-ce que tu fais pour essayer d'avoir le maximum d'impact à ton échelle? Alors, je fais ce que je peux. Ma stratégie, la partie principale de ma stratégie, c'est déjà de me focaliser sur les gens qui sont moteurs, qui sont motivés, qui sont positifs et comment dirais-je, qui sont réceptifs. C'est-à-dire que si jamais je dois accompagner des équipes qui sont réfractaires, je vais passer, peut-être que je vais réussir à en accompagner 2 à temps plein. Bon, c'est le chiffre au hasard, c'est juste pour donner un exemple, mais si j'ai des équipes qui sont réceptives, peut-être que je vais pouvoir en accompagner 2 fois ou 3 fois plus. Et en plus, après, elles peuvent continuer toutes seules. De toute façon, c'est une fois qu'on démarre la machine, il y a des fois où ça s'emballe tout seul et c'est plutôt bien. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour leur faire découvrir les unknown? Par exemple, ça effectivement, c'est quelque chose sur lequel moi j'essaie de travailler, donc de développer leur intérêt en fait pour un sujet qu'ils connaissaient peut-être pas forcément. On a une fois par semaine chez Mano Mano, le jeudi après-midi en fait, il est, on va dire, banalisé, pour, que chacun se forme, donc effectivement avec des MOOC ou des licences Udemy. Mais on peut également aussi proposer des sessions en interne, faire des formations pour ceux qui ont déjà des formations toutes prêtes. Donc moi, une partie de mon boulot, j'ai beau être coach, je fais quand même pas mal de formations aussi. Comme, disait Julien, c'est une des parties, et c'est peut-être pour ça aussi que des fois les coachs sont vus plus comme des formateurs que des coachs. Parce que finalement, des fois, c'est plus facile, pour le client de se dire: «OK, une formation, je sais ce que je vais avoir et au moins il y a pas de surprise et vamos, quoi». Donc pendant cette journée banalisée, moi, j'en profite assez souvent. Il y a la première heure, c'est des speeches, de 10 minutes. Il y en a 3 ou 4 plus un peu une mise à jour de comment va l'IT à Mano Mano. Et donc ces 3 speeches de 10 minutes, c'est des gens de la boîte, qui viennent présenter quelque chose. Donc ça peut être un peu tout, hein, ça peut être un product, owner qui vient présenter, un nouveau projet qui vient de sortir. Ça peut être une team, qui a utilisé une nouvelle techno et qui veut partager comment ça s'est passé. Ça peut être la data qui veut mettre en lumière certains résultats, avec les algorithmes qu'ils ont mis en place récemment. Bref, c'est hyper varié. C'est quand même principalement autour de l'engineering, mais pas que. On en a eu un récemment, par exemple, qui présentait une présentation sur le syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas du tout technique, c'est plutôt sur le soft skill. Et donc moi, j'en profite de temps en temps pour mettre des petits speeches d'une dizaine de minutes pour parler alors ça va être généralement des pratiques parce que c'est là-dessus que c'est le plus facile enfin que moi je trouve le plus facile d'attaquer le non unknown. C'est-à-dire: «Ah tiens, est-ce que tu connais ce concept?» Et les pratiques peuvent aller avec. Est-ce que tu connais, par exemple, les pratiques de la Mikado méthode, si jamais tu passes des semaines et des semaines à refactorer et qu'au bout du compte, tu te retrouves à soit faire un reset total, soit à dire pendant des semaines et des semaines: «Ouais, je finis la semaine prochaine». Donc ça permet les gens en général, ça peut leur parler. Souvent, enfin, quand on a fait du développement, moi, ça m'est arrivé ce cas-là et
et on me dit, bah ouais, mais il y a des méthodes pour s'en sortir, pour éviter de faire ça. Et puis, bah, je la raconte, je la décris un petit peu. Puis les gens qui sont intéressés reviennent me voir. Et puis derrière, on peut déboucher sur une formation ou, ou même du pair programming, ou ça dépend ce qui peut se mettre en place. Il y a plein de choses. Mais donc, c'est ça, voilà. C'est essayer de parler de sujets variés sans forcément venir en évangélisateur. C'est plutôt vraiment essayer d'allumer l'intérêt chez les personnes. Donc dans ces meetings, il y a entre 200 et 300 personnes. En général, si j'arrive à attirer l'intérêt d'une dizaine de personnes, c'est déjà pas mal. Donc c'est pas non plus efficace à 100%, mais c'est une des techniques que j'utilise. Après, d'autres techniques, ça peut être de partager des conférences sur les messageries internes. Ça peut être d'essayer d'une équipe qui a appris quelque chose et elle en est hyper contente, d'essayer de les pousser à venir faire justement un talk ou d'organiser une session un peu plus longue pendant l'après-midi. On avait eu par exemple une équipe qui parlait de comment elle avait utilisé le DDD à son échelle. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et donc, ils racontaient tel pattern, ils l'ont mis en place, mais ils l'ont modifié un peu parce que par rapport à leur contexte, ça marchait mieux comme ça. Celui-ci, ils l'ont pas du tout mis en place, ça, ils l'ont pris tel quel. Ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont enlevé a posteriori. Donc voilà, ça permet que les gens, en fait, comme ils ont cet après-midi disponible, ils ont un peu de temps. Alors, il y en a beaucoup qui passent cet après-midi à régler des bugs, mais il y en a quand même pas mal qui passent du temps à se former. Et quand justement il y a des propositions de sujets qui viennent en interne, c'est un peu plus facile pour eux de venir voir ce qui se passe. Ouais, donc c'est plutôt, en gros, tu essayes de stimuler leur intérêt, leur curiosité pour qu'après ils viennent te ressolliciter. Vu que toi, tu es un petit peu un coach à la demande, on va dire. Où, en gros, tu es disponible et tu vas plutôt faire ce que disait Julien, c'est-à-dire attendre que des gens aient des problématiques et qui viennent te chercher en tant que coach pour justement pousser, travailler sur cette problématique. En fait, C'est quand on ça. part de A d'échelle, c'est un petit peu comme ceux qui critiquent Safe et qui disent effectivement, en fait, il vaut mieux découper en petites entités indépendantes et le faire bien à l'échelle de ces petites entités. Là, c'est un peu pareil. Tu vois les entités comme des équipes et tu te dis, en fait, chaque équipe va évoluer à son rythme. Et c'est pas grave si on n'a pas peut-être un objectif global pour l'entreprise. C'est une question qui a été posée également. Est-ce que c'est possible justement de faire du craft à l'échelle si on n'a pas d'objectif commun? Est-ce qu'il nous faut un objectif commun? Je sais pas ce que tu en penses, Julien, tu vois, sur ce Alors, point-là. il y a beaucoup trop de questions d'un coup là. Alors, je vais essayer de reprendre les trucs point par point, mais alors déjà, comment vous faites à l'échelle pour que les équipes découvrent des techniques et des méthodes donc elles connaissent pas? Ça s'appelle la formation. Il y a pas d'autre, alors ça peut être de la formation ou leur faire des présentations, mais il y a quand même un truc sous-jacent que vous oubliez, je pense dans ce qui est dit, c'est que, les trucs le unknown unknown notamment, et les histoires de prise de conscience. Il y a une règle de base déjà quand vous vous accompagnez à de l'acculturation, c'est que et du coaching, c'est que vous ne pouvez pas infliger de l'aide. Infliger de l'aide, c'est problématique parce que les gens vont créer du rejet, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a toute une catégorie de personnes qui rejettent le craft et les coachs craft et certains types de bonnes pratiques. C'est parce qu'on a trop tendance à infliger de l'aide. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, le concept même de craft à l'échelle ne veut rien dire. C'est même antinomique, en fait, dans le sens où, pas antinomique, pardon, mais c'est des mots qui ne vont pas ensemble. Parce que ça veut dire quoi une culture qui scale? C'est quoi le scale d'une culture? Ça veut rien dire en fait. C'est impalpable. Tu peux pas considérer qu'une culture a une échelle. Il faut pas confondre. Et ça, c'est l'erreur. Et c'est notamment pour ça que des transformations à l'échelle échouent souvent, et très souvent même. C'est qu'on confond pratique et culture. Donc, vous pourrez mettre à l'échelle des pratiques, vous ne pourrez pas mettre à l'échelle des cultures. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que la culture est locale, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la culture n'a rien à voir avec ça. Si vous lisez Kinevin, donc de Snowden, en fait, on vous explique que vous ne pouvez pas changer le mindset des gens. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une posture où vous essayez de changer le mindset des gens, vous êtes dans une posture violente où vous essayez de dire, et paternaliste, où vous dites aux gens, en fait, ce que vous faites, c'est de la merde. Vous ne faites pas votre travail correctement. Pour le faire mieux, c'est comme ça. Ça va pas.
Parce que déjà, vous ne subissez pas les problèmes que eux subissent, qui sont à l'intérieur de leur équipe, à l'intérieur du scope sur lequel ils sont en train de travailler. Vous n'avez pas les mêmes problématiques qu'eux. Et encore une fois, vous commencez à taper sur du privé sans le savoir, parce qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens vont être passionnés ou pas, ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont le temps en fait d'investir du temps en dehors pour s'intéresser à certains types de sujets. Donc, on ne peut pas arriver et dire aux gens vous faites vous faites pas les choses assez bien. C'est pas le but en fait. Donc, la prise de conscience, ça marche pas comme ça. On ne peut pas être dans une posture et dire prenez conscience que le TDD c'est bien en fait. Non, ça c'est pas ça le but. Et si on fait ça, on va juste dégoûter les gens. Hein. Et quand vous faites ça, en fait, et notamment qu'en plus vous animez ça par des espèces de comités de pratique ou des choses où de temps en temps vous présentez des machins pour essayer de faire de l'évangélisation, vous êtes dans une posture d'influence. Vous ne faites pas du coaching. Et l'influence, c'est aussi très codifié et c'est très analysé. Et quand vous faites de l'influence, en fait, ce que vous gagnez surtout, c'est de la cristallisation. Des deux côtés, en fait. Soit les gens qui sont déjà convaincus du truc, eux, ils vont être encore plus convaincus du truc. Et ceux qui n'étaient pas convaincus, ils vont être encore plus pas convaincus de la chose. Et vous avez une petite proportion de gens qui vont se répartir sur les deux côtés. C'est pas ça en fait le coaching, hein. C'est pas ça du tout l'acculturation en fait. L'acculturation, ce que dit Kinevin notamment sur l'acculturation, c'est que c'est amener les gens à adopter certaines pratiques, va les faire changer potentiellement de leur mindset. Mais pour les amener à adopter certaines pratiques, il faut rationaliser ça sur leur douleur. Si vous commencez à mettre en place certaines pratiques qui n'ont aucun rationnel avec leurs problèmes, les gens vont se dire: «Vous me forcez à faire un truc, je ne comprends pas pourquoi et ça m'ennuie. Ça me fait chier, en fait. Pourquoi on me force à faire ça?» Et là, vous allez avoir des détracteurs. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir intérêt, mais vous allez avoir beaucoup d'autres qui ne verront pas l'intérêt. Du coup, cette histoire de mise à l'échelle ne veut pas dire grand-chose. Ce que vous pouvez mettre à l'échelle, ce sont des formations. Ça se met à l'échelle, les formations, des programmes de formation, et cetera. Ce que vous ne pouvez pas mettre à l'échelle, c'est une culture et c'est même des pratiques, parce que c'est de considérer que dans le scope d'une entreprise qui sur une vingtaine de squads, que tout le monde a le même niveau de complexité en termes de métier, et cetera. Que tout le monde travaille sur un truc hyper critique de la boîte ou que tout le monde, mais c'est pas vrai en fait. Chaque équipe, en fait, par son scope, va avoir des besoins différents et qui, par les personnes qui sont constituées, vont avoir des forces différentes, en fait. Ce qu'on dit, c'est que ce pas les individus qui créent le logiciel, ce sont des organisations. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre cette unité-là qui est l'organisation et comment elle fonctionne. Et donner les moyens de réussir. Et pour moi, donner les moyens de réussir, c'est résoudre les problèmes des gens. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que la meilleure manière d'amener les gens à adopter une culture, c'est déjà en montrant que cette culture les aide. Et la meilleure manière de montrer que ça les aide, c'est de leur prendre leurs vrais problèmes spécifiques en prod et les aider à le résoudre. Donc cette posture qu'on a souvent en coaching ou en acculturation craft à l'échelle, d'animer des ateliers kata avec tout le monde, ça va pas parler aux gens en fait. Super, j'ai réussi à faire du TDD sur quand je te dis 3, quand j'ai 3 en entrée, je retourne fils en sortie. Mais par contre, quand j'ai une base de données distribuée avec un monolithe d'un côté legacy et une intégration avec un code sur étagère, je fais quoi en fait avec mon TDD? Bah je sais pas, parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc le mieux, c'est pour moi en fait, c'est d'aborder du coaching embarqué, c'est de mettre des gens, des coachs dans les équipes et qui travaillent avec les équipes dans leur cycle de vie en fait. Et de partager en fait leur douleur, parce que cette posture très Down, mais de vision globale de oh là là, faut faire du craft, faut que tout le monde fasse du TDD. En fait, on me parle de moyens en fait, mais pourquoi en fait on dit à tout le monde d'utiliser un marteau? Il y en a qui ont des vis en fait. Leur problème, c'est de mettre une vis dans du bois. Si vous dites à tout le monde, ok, tout le monde maintenant a un marteau, super. Et il y en a peut-être qui n'ont même pas de vis en fait. Hein. Je vais vous donner un exemple de boîte où j'étais qui faisait de l'agilité à l'échelle. Nous, on travaillait en flow.
au niveau de mon équipe. On faisait du Kanban et ça marchait très bien. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand vous enforcez une culture à l'échelle? C'est que derrière, vous avez des gens qui vont passer et qui vont regarder ce que vous faites et qui vont vous évaluer pour savoir où vous en êtes, notamment pour après vous aider à évoluer. Mais comme en fait, ils confondent culture et moyens, ils nous ont demandé à quelle fréquence vous faites des sprint planning. Bah, il n'y a pas de sprint, on est en Kanban. Ah, il n'y a pas de sprint. Ah bah du coup, ça score mal, tu vois. Tu fais, mais pourquoi? T'as pas besoin, on s'en fout en fait. Enfin, c'est quoi les attendus en fait, tu vois? C'est pour ça que les pratiques à l'échelle, ça n'a aucun intérêt. C'est une culture qui est importante au niveau de la boîte. Après, on peut considérer qu'on a une culture d'entreprise. Ça, c'est pas un souci pour moi. La culture d'entreprise qui est, par exemple, que les gens vont faire des logiciels bien conçus, ok. C'est-à-dire nous, en tant que management, on donne les moyens aux gens de faire des logiciels bien conçus et on les accompagne pour le faire. Après, c'est pas forcément à nous de dire ce qu'est un logiciel bien conçu dans leur contexte. Parce que c'est ceux qui font qui ont raison, malheureusement. Au bout d'un moment, c'est pas malheureusement, même heureusement, parce que c'est. Voilà. Et après, si vous considérez que vous avez des équipes, enfin, en gros, si vous ne faites pas confiance aux gens, c'est un problème. Si vous ne considérez pas qu'ils seront capables de trouver la bonne solution, c'est un problème. C'est que l'erreur de casting, elle vient du recrutement. Et ça, c'est un truc, notamment au niveau de la culture, et c'est je dis souvent quand je fais de la culturation, c'est que votre problème, c'est le recrutement souvent. Si vous n'arrivez pas à trouver des gens qui adhèrent à vos idées, c'est que vous n'avez pas recruté les bonnes personnes. Parce que c'est bien de faire des tests à la Google de faire des parcours de graphes en Ford Carson, mais au final, la personne, elle veut jamais pairer avec les autres et pas travailler avec les autres. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est plus une culture, c'est systémique. C'est pas un truc de cause à effet. J'ai mis une pratique dans un et voilà. Non, ça ne marche pas. Donc le mieux, c'est d'aider les gens. Enfin, franchement, c'est d'aider les gens. Et eux, au fur et à mesure, ils vont adapter votre culture. Sinon, c'est du one-off. Et j'ai déjà vu, moi, dans une boîte américaine, il y a le CTO un nouveau CTO qui a débarqué, qui a vu comment on travaillait. Et lui, il s'est dit, et parce qu'il a des convictions fortes, très bien, maintenant, les gars, on va faire du continuous delivery. Et vous avez pas... non, oui, c'était ça. Et vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez tous investir là-dedans, et puis c'est marche ou crève. Et en fait, ça fait de l'écrémage. Après, il faut vouloir aussi se séparer des gens ou de les mettre autre part, parce qu'en France, c'est moins facile de dégager des gens. Donc, quand vous enforcez une culture en très haut lieu comme ça, en fait, il faut faire du cultural change. Donc, il faut faire de l'accompagnement au niveau des personnes. Et l'accompagnement, c'est pas quelqu'un qui de temps en temps passe pour vous dire regarde, TDD, c'est cool, sur mon FizzBuzz, ça marche bien. Voilà. Non, ça marche pas, ça. Donc, si on est sur du one-off, faut accepter de perdre des gens. Sinon, en fait, faut comprendre que mettre en place une culture, ça prend du temps et qu'il faut faire du cultural management, en fait, et en étant auprès du change management, pardon, en étant auprès des gens et les aider, en fait, à évoluer vers cette culture. Voilà, c'est ça. Mais il y a un moment aussi, c'est que la culture, elle doit être rationalisée. Parce que je vois souvent des gens qui cargo-cultent des cultures en disant bah il y a Google qui fait ça ou je sais pas qui d'autre qui fait ça ou on a dit que le craft c'est mieux. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites du craft, ne faites pas du craft. Si parce que vous croyez que le craft ça vous permet de faire les choses mieux, vous allez vous planter. La question c'est quoi votre plus gros problème en termes d'entreprise aujourd'hui? Ok, aujourd'hui vous avez des problématiques de ta et vous faites la liste et vous voyez comment le craft par la culture peut vous aider. Le craft par le craft, ça marche pas. L'agilité par l'agilité, ça ne marche pas, on le sait tous. Hein. Et c'est pas parce que vous faites du Scrum que vous êtes agile. Hein, on le sait. Hein. Ça, tout le monde le sait. Donc c'est pas parce que tu fais du TDD que tu fais du soft bien construit non plus. Ça aide, mais si c'est mal fait, c'est mal fait dans deux sens. Si les gens comprennent pas ce que c'est et qu'ils sont en marche forcée, bah ils feront mal du TDD. Hein, et c'est pas de leur faute. Et si tu fais du TDD, si tu fais du TDD parce que tu crois qu'en automatique ça va te faire des softs bien conçus, bah tu vas avoir des belles surprises. Donc voilà. Donc c'était un peu pour dire, en fait, faut faire attention avec cette posture paternaliste
Et pour moi, pour faire du craft à l'échelle, oui, il faut des objectifs au niveau de la boîte, mais attention, c'est pas des objectifs qui sont en mode il faut faire du TDD, c'est des objectifs d'entreprise, de business d'entreprise. Et ensuite, c'est voilà comment le craft peut nous aider, si c'est le craft, parce que ça peut être aussi autre chose. Faut pas oublier qu'il y a la culture DevOps, etc. D'ailleurs, la problème de la culture craft, c'est qu'il n'y a rien dans la culture qui vous permet de mesurer un ROI, déjà. Ce qui n'est pas forcément le cas de la culture DevOps, qui au contraire a été démontré pas mathématiquement, mais scientifiquement, qu'on est capable d'avoir des indicateurs qui démontrent des ROI d'excellence opérationnelle. On n'a pas ça sur le craft. Moi, j'en connais pas. Ne me sortez pas le coverage parce que, vous savez tout ce Non, que ça va c'est et t'énerver. comment ça marche. Non, c'est pas que ça va m'énerver, mais vous savez bien que 100% de coverage, il suffit de pas mettre d'assert et c'est parti. Et voilà. Après, ton mutation testing, mais c'est pareil, tu peux pas mutation test tout. En fait, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et c'est pas ça qui va t'aider à livrer plus souvent en prod et d'avoir moins de bugs. Il y a que la prod qui va te dire si tu as moins de bugs. C'est pas tes tests où tu fais des hypothèses et qui croient que, qui confirment tes propres implémentations. Enfin, tu vois, c'est. Mais voilà. Enfin, après, du coup, ça fait une longue réponse où je peut-être. Non, c'était très bien. Mais- Au moins, c'était très direct. Mais en fait, je pense que si vous voulez, faut bien comprendre qu'une culture, ça prend du temps et que ça ne se gère pas sans change management. Donc, il vous faut des agents du changement. Et pour avoir des agents du changement, il faut des agents du changement dont les personnes ont confiance. Et pour gagner la confiance des gens, il faut résoudre leurs problèmes. C'est pour ça que les gens détestent en fait les coachs safe qui débarquent et qui t'expliquent comment maintenant tu dois travailler. Ils comprennent, mais pourquoi je dois travailler comme ça? On sort des trucs hypothétiques d'espérance de gain qui n'arrivent jamais, dont tu n'as même pas la problématique en vrai. Et tout se répand, tout se gère par la synchronisation. Mais en vrai, au jour le jour, tu as fait quoi pour les équipes? Tu as fait quoi pour qu'elles galèrent plus à avoir un truc en prod parce que ça met 3 semaines à ouvrir un port avec les process d'entreprise, en vrai, tu vois? Tu as fait quoi pour ça, en fait? Non, rien, en fait. Donc, faut pas oublier que généralement aussi, les problèmes, ils sont en dehors du code quand on fait du soft. Et le craft dit well-crafted software. Ils disent pas well-crafted code, en fait. Et le soft, c'est plus que du code. Et d'ailleurs, quand vous faites du coaching, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous rentrez pour mettre en place une pratique, vous faites que de l'humain. Que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain. Le problème, c'est toujours de l'humain, de la communication et de la manière dont les gens se parlent, en fait. Donc déjà, pour moi, si tu veux faire un truc à l'échelle, investis sur la communication et sur la dynamique de communication. Et ça, en fait, c'est difficile. Mais il faut l'accepter, en fait. Ça prend du temps. Donc pourquoi le craft à l'échelle, c'est si c'est tout seul, ça ne marche pas. Enfin, ayez derrière des objectifs d'entreprise. Sinon, en fait, ça ne marchera pas. C'est un petit peu le cas, effectivement, de ce que tu disais, Aurélien. Au final, en fait, tu es dans une posture de coach pour accompagner les équipes internes mano-mano, mais on ne peut pas forcément appeler ça du craft à l'échelle, dans le sens où c'est plutôt des équipes, des individus, des individualités qui vont venir et qui vont te solliciter avec des problématiques et tu vas pouvoir les coacher, les accompagner là-dessus. Mais les pratiques que tu mets en place dans une équipe A ne seront pas les pratiques que tu mets en place dans une équipe B. En fait, tu vas pas pousser la même pratique, on va dire, partout. Exactement, pour reprendre ce qui j'ai vu passer dans le chat, là, il y a certaines équipes, effectivement, si je vois qu'elles ont les moyens et elles sont intéressées, je peux les pousser pour qu'elles passent vraiment au TDD. Il y a certaines équipes, elles savent même pas ce que c'est que le mock encore pour l'instant, ils font tout en end-to-end, bah, je vais pas leur parler du TDD. C'est pas approprié, ça va pas, ils vont pas comprendre, ils vont pas suivre. Donc oui, chaque équipe a besoin est dans l'état dans lequel elle est et effectivement, c'est en allant voir chaque équipe dans leur tranchée, comme j'ai vu aussi quelqu'un qui disait, que moi j'ai l'impression que je peux les aider au plus près de là où ils ont besoin. En fait, ma manière de travailler avec les équipes, c'est qu'ils viennent pas forcément avec des problèmes parce qu'ils savent pas les formaliser ou j'ai pas réussi vraiment à trouver pourquoi. Mais par contre, quelque chose que je fais souvent avec eux, il y a 2 activités, même 3 que je fais souvent avec eux. Il y en a une, c'est du mob programming, et d'ailleurs sur les 45 squads, j'ai mob programmé avec,
la moitié à peu près, même un peu plus. Donc ça marche pas avec toutes les équipes, hein, parce que suivant les personnalités, suivant la dynamique dans l'équipe, il y en a certaines, c'était des gros fails. Mais il y en a quand même, je dirais, une bonne moitié des équipes avec qui j'ai mobé, ça a bien fonctionné. Et en fait, c'est pendant le mob, des fois, qu'on se rend compte, comme ça favorise la communication au sein même de l'équipe, moi, en fait, je suis même complètement absent. Finalement, je suis juste facilitateur pour aider à partager la parole, par exemple, ou partager le temps de clavier pour la partie protocole du mob. Mais finalement, l'équipe elle-même commence à formaliser les problèmes qu'elle rencontre et elle s'aligne. Alors effectivement, ça va être plus côté code que côté ce qu'il y a autour sur la définition des requirements, tout ce qu'on veut. Mais déjà, ça ouvre la communication au sein de l'équipe. Et ça j'ai trouvé que c'était très bénéfique dans quasiment toutes les équipes avec qui j'ai travaillé. Et une deuxième façon que j'ai à travailler avec eux aussi, c'est que ils me demandent de revoir un de leurs microservices, par exemple. Et donc, je fais une sorte d'audit pour lequel j'ai quand même des focus. Je leur demande si c'est quoi qui les intéresse. Donc là, le dernier que j'ai fait, par exemple, s'ils voulaient savoir, ils ne connaissaient pas très bien le langage Kotlin et ils voulaient savoir par rapport à ce microservice en Kotlin, qu'est-ce qui était un bon usage ou qu'est-ce qui était un mauvais usage du Kotlin pour qu'ils puissent derrière savoir comment s'inspirer ce microservice pour en faire d'autres. Et donc là, j'ai pris donc du temps pour faire cette review avec eux. Et il y a pas mal de choses sur lesquelles ils ont rebondi. Et c'était très, très bénéfique parce qu'en fait, c'était les problèmes qu'ils étaient en train de taper. Il y en a certains, ils s'en rendaient pas forcément compte. Ils savaient que leur microservice parfois était un peu dur à lire, mais ils ne comprenaient pas forcément trop pourquoi. Et simplement, des fois, moi là-dessus, je pouvais mettre un nom assez simple qui était au niveau de l'abstraction, vous mélangez les niveaux les différents niveaux d'abstraction. C'est ce qui rend le microservice très difficile à comprendre et à se balader dedans. Et en fait, ils le savaient déjà plus ou moins. C'est juste que quelqu'un leur dise vraiment comme ça, noir sur blanc, et ben, ça a été le déclic pour se dire: «Ah ouais, effectivement, en fait, ça là-dessus, il faut qu'on retravaille là-dessus». Et en fait, j'ai jamais retravaillé avec eux là-dessus. Ils sont partis tout seuls dessus. En fait, maintenant qu'ils ont compris là où ils pouvaient travailler, ils sont de toute façon motivés. Ils ont les moyens de se former par eux-mêmes et de progresser. Ils viennent pas me chercher, c'est pas grave. En fait, ils vont avancer tout seuls. Et puis moi, pour moi, j'ai considéré en fait que j'ai déjà pas mal impacté l'équipe suffisamment, en tout cas, pour justifier mon intervention. Ouais, c'est ce qu'on voit aussi, tu vois, avec Promise, quand on le met en place dans les équipes. L'objectif, c'est que les équipes puissent elles-mêmes définir ce que sont pour elles leurs bonnes pratiques de développement et les sujets de discussion importants du moment. Donc, dans une même entreprise, tu vas avoir des gens qui vont parler de sécurité, tu vas avoir des gens à côté qui vont parler d'accessibilité, d'autres personnes qui vont parler de performance, de tests, etc. Et en fait, tu vas pas avoir les mêmes pratiques qui vont être partagées à tout le monde en même temps. Au final, même du promise entre guillemets à l'échelle où on doit définir des standards et puis se partager d'expertise, ça va se faire, mais par petites entités. Puis ensuite, elles vont aller piocher à droite à gauche ces pratiques créées par les autres équipes. Mais tu vas pas avoir des pratiques globales partagées à tout le monde en disant c'est celle-là qu'il faut appliquer, parce que chaque projet est différent, chaque expertise est différente. Et surtout, il y a un truc aussi qui est important là-dedans, c'est que une culture, elle s'acquiert aussi en se confrontant à l'extérieur, hein. C'est pas juste en rentrant dans un entre-soi de soi-même qu'on va réussir à aborder une culture, et notamment parce qu'il y a quelqu'un qui posait une question qui était parfois, mais les équipes ont une responsabilité professionnelle de délivrer, et parfois pour aider. Alors j'imagine, il faut remettre les gens devant leurs responsabilités. En fait, il faut faire attention avec ce genre de truc, le côté où les gens n'ont pas conscience, et cetera. Parce qu'en gros, s'ils n'ont pas conscience, c'est aussi qu'on ne leur montre pas le problème. Et ça, pour moi, c'est le boulot du manager, entre autres. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est que les gens soient objectivés d'une manière, on va dire, réaliste. Et d'une manière à ce qu'ils comprennent aussi ce qui est un problème. Si c'est pas dans leurs objectifs, pourquoi ce serait un problème? Et quand je dis leurs objectifs, attention, je parle de trucs qui ont du sens pour le métier, hein, pas des trucs non qualifiables, non quantifiables, et cetera. Mais s'il y a pas quelque chose de palpable pour eux pour démontrer qu'il y a un problème, ils s'en rendent pas compte. C'est pas le coaching qui sert qu'à ça, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un problème, encore une fois, de structure. Donc pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité de l'organisation. Si les gens, il faut bien comprendre que s'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de leurs problèmes, c'est pas que eux qui échouent, c'est toute l'organisation.
C'est parce qu'il y a des managers qui sont censés être là aussi. Il y a d'autres types de personnes qui sont censées être là aussi. C'est qu'on leur montre pas, on leur donne pas le bon prisme pour qu'ils comprennent le problème. Et c'est pas forcément que le coaching qui va résoudre ça. Hein. On ne corrige pas des organisations avec du coaching. Alors, un truc que je voulais dire, c'est que comment on fait pour répandre la culture. Je préfère dire ça que plutôt scaler la culture. Et notamment, en fait, déjà, il faut comprendre qu'une culture, c'est quelque chose de vivant. Hein. C'est pas genre, il y a une culture craft, c'est la même pour tout le monde. Non, elle s'adapte à chacune des entreprises déjà. Et ensuite, elle va s'adapter à chacune des équipes. Mais pour éviter justement cette espèce de biais de confirmation au bout d'un moment où on a investi, on s'est dit, tiens, on s'est amélioré et on arrête là alors qu'on continue à faire le truc quand même de traviole, c'est de faire de la pollinisation. La pollinisation, c'est le fait de partager avec sa culture avec d'autres, et notamment avec, ça peut être d'autres équipes. Alors, généralement, on fait de la pollinisation molle. La pollinisation molle, c'est d'avoir des comités de pratique où les gens vont démontrer de temps en temps ce qu'ils ont fait, expliquer, faisant des rex et tout. Ça c'est pas inutile, mais c'est un ROI qui est, comment dire, très faible. De temps en temps, ça va prendre, de temps en temps, ça ne prendra pas. Et généralement, les gens écoutent par curiosité, mais ne mappent pas sur leurs problèmes ou n'y vont pas parce qu'ils ont l'impression, et ça, c'est pareil quand on fait du continuous delivery ou du TDD, que ça ne s'applique pas dans leur cas. Et le mieux, en fait, c'est de faire tourner les gens, en fait. Au bout d'un moment, c'est arrêter d'être sur des équipes où les gens sont enfin, c'est le même scope, enfin, c'est le même scope de personnes ad vitam aeternam, et avoir cette flexibilité de bah, peut-être que, je sais pas moi, on intègre quelqu'un d'une autre équipe pendant 6 mois, c'est ce qu'on faisait chez Expedia, et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va confronter nos pratiques, et on va se dire, bah attends, mais moi je fais ça comme ça, sur un cas réel en plus, ce que les gens sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'en fait, en croisant un petit peu comme ça les gens, sur des cas concrets, en fait, qu'on fait de la pollinisation et que la culture se répand. Donc on peut le faire comme ça en faisant tourner les gens. Alors faut pas faire tourner trop vite parce que sinon il y a plus de stabilité d'équipe et c'est pas une bonne idée, mais il faut faire tourner les gens comme ça en entreprise, d'équipe en équipe, c'est bien, et ça permet aussi aux gens de voir autre chose, etc. Et de même en perspective leurs propres pratiques. Hein, quand tu vas chez les autres, etc., tu peux dire, ah mais moi je pensais que c'était pas possible de faire comme ça, vous y arrivez, et inversement. Et il y a d'autres sujets aussi, qui des fois des sujets transverses. Moi, typiquement chez Expedia, on avait mis en place on avait fait du chat-ops, et on était plusieurs membres de plusieurs équipes à travailler ensemble dessus. Et là, rien que là, en fait, c'est aussi une forme de pollinisation. On a un vrai truc à produire qui nous amène de vrais problèmes, et on confronte un peu nos pratiques et comment elles nous apportent, etc. Donc ça, c'est un moyen de polliniser, et c'est un moyen en fait de répandre la culture. Si vous voulez accélérer le fait qu'une culture se répand, et ben, c'est intéressant aussi, voilà, de faire tourner les gens. Parce que souvent, la technique d'acculturation, ce qui se passe, c'est que vous commencez par un noyau dur. Si vous avez une première équipe qui va adopter, par exemple, une pratique, et après, vous les scalez. Hein, c'est ça la mise à l'échelle généralement. C'est ça qu'on attend par le at scale. Et bah, en fait, il n'y a rien de mieux en fait, pour répandre une culture que de prendre une personne qui est là et de la mettre dans une autre équipe. Et pour essayer d'aider, en fait, enfin, si la personne est d'accord, faut pas forcer, hein, mais pour justement faire en sorte que cette culture se répande. Mécaniquement, au bout d'un moment, ça va se répandre. Il y a un autre truc aussi que je conseillerais, c'est d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur. Et de ne pas être transformé sur sa propre boîte aussi. Parce que là, on retombe sur des biais de confirmation. Donc, allez en conférence, allez dans des meet-up, faites venir des gens en BBL chez vous. Tout ça, en fait, ça va vous permettre de voir ce que font les autres, et de voir souvent que bah, des fois, des trucs qu'on croyait impossibles, c'est possible, ou que des gens font complètement autrement. Ça, c'est... En fait, il faut garder pour moi une certaine forme d'ouverture. Justement pour faire scaler en fait une culture, parce que enfin c'est pas le bon mot scaler, encore une fois je vous l'ai dit, mais pour qu'une culture prenne en fait, il faut savoir se remettre soi-même en question, et pour ça on a besoin d'éléments extérieurs, quoi.
Donc, C'est une très bonne conclusion, effectivement, tout ce que tu pousses là. C'est vrai que je vais faire le timekeeper parce qu'on voit que ouais. le temps explose. J'en profite avant la fin déjà pour partager mon écran. Tac, juste pour vous informer avant de clôturer qu'on a d'autres webinars là, qui ont lieu la semaine prochaine sur justement les bonnes pratiques Vue.js. Donc, comme tu disais, Julien, pour sortir un peu de son environnement, de son entreprise et regarder comment les autres personnes font ailleurs. N'hésitez pas à venir aussi à des webinars comme ça régulièrement. Les conférences, c'est super. Tous les webinars, on a des vidéos YouTube aussi. Ça vous permet de voir, voilà, par exemple, ici, ça sera spécifique sur les bonnes pratiques Vue.js. Ensuite, dans 2 semaines, on aura une présentation plus précise des nouveautés qu'on a dans Promise, notamment cette partie skills, où on va mettre en avant justement les différents types de pratiques poussées par les personnes, ce qui va donner justement une image un petit peu des équipes, des sujets de discussion et des problématiques rencontrées par les équipes au moment où elles sont en train de discuter. Donc là, c'est vraiment lié un petit peu à ce qu'on disait sur chaque équipe va avoir ses thématiques et ses skills. Et c'est des choses qu'on a intégrées dans Promise, donc on présentera dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, un webinar avec Flavian, que tu connais peut-être, Julien, qui était à Flowcon cette année, qui vient parler justement de l'approche de qualité radicale d'Antotsu sur comment est-ce qu'on peut créer justement des bonnes pratiques, des standards et des connaissances à partir des bugs qu'on a eu sur notre logiciel. Et donc, comment on peut faire pour capitaliser sur tous les bugs et pour partager ça aux différentes équipes, pour l'intégrer dans les plans de formation de nouveaux arrivants en termes d'onboarding, etc. Donc, c'est très lié un petit peu aussi à tout ce qu'on vient de dire. C'est une partie qui est un peu plus spécifique, mais qui rentre dans cette démarche d'amélioration continue et de learning culture qu'on doit pousser dans les entreprises pour justement permettre aux gens de s'améliorer et de rentrer dans cette culture de en fait, chaque bug doit nous permettre de progresser, d'apprendre quelque chose. Et là, tu Voilà. rationalises sur des vrais problèmes qu'ont les gens, tu vois. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec cette approche. Et c'est aussi quelque chose qu'on pousse pas mal dans Promise, où on dit aux gens, créez pas uniquement des bonnes pratiques de clean code ou d'architecture, mais surtout créez des pratiques à partir des bugs que vous avez eus, soit en production, soit par des équipes QA ou quoi que ce soit. Ben là, vous créez des pratiques à partir de tout ça et vous les partagez aux autres sur ce que vous avez mis en place pour le résoudre et pourquoi est-ce que ça arrivé. Donc, vous essayez d'analyser les root causes de ces bugs et derrière, tout ça, vous capitalisez dessus et ça vous sert pour faire progresser tout le monde et qu'on n'ait pas 10 fois le même bug qui revient, qui vient de la même root cause, qui est un manque de formation sur tel truc en React, par exemple, ce qu'on voit un peu trop souvent justement dans les entreprises. Donc, merci encore Aurélien, merci Julien pour ces partages d'expérience. Il y a encore beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat et qui n'ont pas été répondues, donc je vais toutes les récupérer à la fin. Je vous les enverrai Aurélien et Julien, et comme ça, vous aurez un peu de travail à faire chez vous ce soir pour répondre à tout le monde. Mais voilà, on va essayer comme ça de répondre aux différentes questions. Mais merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Merci à vous. Bon appétit sur le temps qui vous reste. Bonne journée et à bientôt, du coup, pour un prochain webinar. Salut tout le monde. Merci, Salut. bonne journée. Ciao.